Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vos-Sabaros, responsable édito chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce 13e numéro, si nous nous promenions ensemble en prenant un bol d'air frais, en allant se balader en forêt bien loin des tumultes des salles des marchés, des beer markets et des analyses financières. Mais saviez-vous que les bois peuvent également être assimilés à de bons investissements ? Pour en parler, je reçois Raphaël Fleury, il est conseiller en investissement et président de la société Veraconseil. Valeurs Refuge, épisode 13, c'est parti. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathieu. Je le disais en introduction, vous êtes président de la société Veraconseil et également conseiller en investissement. On va parler forêt et bois ensemble pendant quelques instants. Diversification de patrimoine en effet sur le groupement forestier d'investissement. Ma première question, elle vous concerne plutôt, c'est comment on connaît, il y a énormément de produits financiers sur le marché, comment on se tourne spécifiquement comme ça vers l'investissement forestier, qu'on en fait sa spécialité ? En fait, on était parti. Donc moi, je suis spécialisé dans l'investissement sur actifs tangibles, avec une spécialité sur l'or et l'argent physique. Et on est parti du postulat que beaucoup de nos membres étaient intéressés par un investissement additionnel porteur de sens, décorrélé des marchés financiers. Et très logiquement, on s'est tourné vers la forêt. D'accord. Oui, parce que, alors, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, vous êtes un visage très connu parmi le groupe Au Coffre, puisque vous avez été pendant 15 ans. Pas tout à fait. Pas tout à fait une dizaine d'années, mais presque. Ok, au sein du groupe Au Coffre, C'est en ça. tant que chargé de clientèle. Oui, tout à fait. Justement, allez, parlons forêt. Les forêts françaises, elles représentent 26 millions d'hectares, si on compte également les territoires ultramarins, et c'est important de le spécifier, c'est 41% de notre territoire. Comment sont gérées ces ressources quand on sait qu'elles sont indispensables, la captation du CO2, la biodiversité? C'est un bien public, c'est un ensemble de parcs privés qui s'amoncellent, qui s'accumulent. À quoi ressemble le parc forestier français? Alors, contrairement aux idées reçues, 75% du parc forestier est privé. D'accord. Donc ça, alors c'est beaucoup. Le reste, c'est soit des forêts domaniales, soit communales. Donc ça peut porter certaines complications du fait que ça multiplie le nombre de propriétaires. Il faut pouvoir, lorsqu'il y a une loi, le faire passer à l'ensemble des propriétaires. Donc là, très clairement, toutes les forêts supérieures à 20 hectares sont dans l'obligation de faire un plan de gestion d'exploitation de leur forêt, donc au-delà de 20 hectares. Ça a été réduit cette année, d'ailleurs, sur les dernières lois. L'idée, c'est d'appliquer au mieux les dernières directives de lutte incendie, d'ailleurs, donc au niveau des petits propriétaires. Justement, alors on devance certaines de mes questions, mais sur cet aspect-là, c'est-à-dire que la forêt, c'est un bien tangible. C'est un patrimoine conséquent et important, c'est ce que je disais pour la captation du CO2 notamment. Moi, je suis investisseur, le premier risque auquel je pense, c'est les incendies. C'est de voir mon investissement partir en fumée ou dégradé par des tempêtes, par exemple. Oui, alors je dirais que c'est un des freins principaux, évidemment, puisque l'actualité de l'année dernière a marqué un peu les esprits. Mais il faut savoir que les forêts sont assurées, à la fois pour notamment les tempêtes et les incendies. D'accord ? Donc ça, c'est très clair. Vous êtes assuré à hauteur du patrimoine, je dirais, évalué lors de la dernière année. Donc ce qui veut dire en fonction de la taille de vos bois, tout simplement. Et même en cas de forêt, vous gardez la disponibilité des grumes au sol, ce qui est plutôt aussi intéressant. Mais il faut savoir de tempête, oui, tout à fait. Et voilà, donc il faut savoir que ce risque quand même est minimisé à la fois par les assurances, mais aussi, je dirais, si on rentre dans le groupement forestier d'investissement. Donc on est sur un nombre de forêts importantes en termes de volume d'hectares. Donc là, on dilue un peu le risque du fait d'avoir une multiplication d'essence.
en fait. Donc on va avoir des feuillus qui brûleront moins. On va choisir aussi des zones géographiques d'implantation qui sont, je dirais, moins en zone littorale, donc moins en risque tempête. Donc là, notamment sur le GFI avec lequel je travaille. Cette expertise est importante puisqu'on voit que la grande majorité des forêts sont situées à la fois dans le Grand Est, donc sur un climat plutôt tempéré, pas en façade atlantique avec les risques de tempête. Donc en fait l'implantation des forêts sélectionnées par le GFI, c'est pas anodin aussi, donc c'est pour limiter ce risque, à la fois au niveau des essences, mais aussi de l'implantation des forêts. On va parler justement des différents types de groupements forestiers, mais c'est intéressant ce que vous dites, Raphaël, c'est que les forêts sont un peu fractionnées, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des parcelles, on va prendre un peu à droite, un peu à gauche pour essayer de limiter un peu le risque, ou que des histoires de rendement, de production de bois. C'est important cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est pas localisé sur un seul terrain, une seule parcelle, ça peut être une multiplicité de parcelles qui forment un groupement forestier. Voilà, alors le groupement forestier là, c'est plus de 135 forêts en gestion, hein. Le GFI qui est en travail, c'est 4 milliards d'actifs. C'est le premier groupe français, un des premiers européens. Donc en volume d'hectares, c'est vraiment important. Et leur idée, c'est de prendre à la fois de sélectionner par type d'essence différente, bon, à la fois de bien diversifier le type d'essence, ça c'est important. Là, par exemple, sur leur dernière acquisition, je suis allé visiter avec eux en Gironde, près de la Teste. Et là, ils ont acheté 1170 hectares, hein, ce qui est pas rien en termes de volume. On a environ sur 15 millions d'investissements. Donc, je l'ai visité avec leur expert forestier. Et la base de leur achat, c'était justement la diversification. Aussi... ça peut paraître dans les Landes se dire qu'il y a de la diversification. Là, c'est le cas puisqu'il y a énormément d'eucalyptus. Donc, en fait, ça va encore leur servir de base de test en termes d'essence d'eucalyptus avec le changement climatique. Donc, le fait qu'il y en ait énormément d'hectares sur cette parcelle d'eucalyptus qui est du Gundal, pour être très précis, eh ben, ça va leur permettre de pouvoir faire des tests sur cette essence avec le changement climatique et de savoir si... et a priori, c'est très concluant du fait de l'achat de cette dernière parcelle. On fera plaisir aux sylviculteurs, effectivement, à la présence d'eucalyptus, et en disant que dans les Landes de Gascogne, il n'y a pas seulement des pins, mais également des eucalyptus. Il y a aussi des chênes. Il y a des chênes, effectivement, puisque c'est un très beau terrain pour les cèpes, notamment. Mais ça fera sans doute l'objet d'un autre podcast. Vous parliez au tout début des différents types de groupements forestiers. Là, on a fait effectivement un petit focus sur les GFI, mais il en existe d'autres. Alors, en fait, là, c'est comment investir en forêt. On aurait, je dirais, il y aurait deux qui sont les plus connus. Ça serait soit le groupement forestier. Là, le groupement forestier, c'est plutôt intrafamilial. C'est pour éviter le démembrement en cas d'indivision, par exemple. C'est des forêts de famille, de manière générale. C'est des gens qui exploitent leur forêt eux-mêmes, hein, donc il faut qu'ils fassent leur propre plan de gestion, qu'ils en gèrent l'exploitation. Voilà, donc il faut à la fois s'y connaître. Donc si on veut acheter, après... c'est quand même des montants d'investissement qui sont importants, hein. On peut faire 20, 30, 50 hectares, etc. Donc, au-delà de 50 hectares, on arrive sur des prix du mètre carré qui sont importants, hein. Donc, aux alentours de 35 000 euros du mètre carré sur les forêts de plus de 50 hectares qui sont extrêmement recherchées. Parce que tout le monde peut acheter des petites forêts, mais les grandes forêts sont très recherchées justement par des fonds un peu plus importants. Donc oui, là, vous parliez de 1000 hectares, 15 millions. Oui, c'est ça, 1170 hectares pour 15 millions d'investissements. Et oui, c'est colossal. Et tout ça, il faut savoir le gérer. Et justement, les GFI aident à la bonne gestion de ces parcelles-là. Le GFI, c'est un peu un système d'SCPI. Donc, ils achètent des forêts, c'est géré par une société de gestion. Vous achetez des parts de forêt, donc c'est bien du tangible, hein, derrière. Moi, je l'ai visité, donc il y a bien des arbres qui existent derrière. Et donc vous devenez sociétaire. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit donc sous cette forme
sous cette forme de groupement forestier d'investissement. Ça leur permet de faire appel à l'épargne publique, donc sur des montants qui restent un peu plus restreints. On est sur des tickets d'entrée sur un GFI phare France Vallée Patrimoine à 33 000 euros. Donc voilà, ça reste une somme, évidemment. Après, on peut rentrer sur d'autres fonds GFI un peu plus accessibles pour la réduction d'IR, par exemple, d'impôt sur le revenu. Donc avec un ticket à 8 000 en entrée. Donc voilà, ça reste... et ça vous permet à la fois de pouvoir acquérir de la forêt sans avoir les problèmes de gestion. Si vous voulez l'acheter vous-même, il faut passer par le notaire, il faut passer par l'expert, il faut trouver la forêt, un lieu qui soit à proximité de chez vous, enfin, en faire l'exploitation, le plan de gestion, enfin... Et voilà, on s'improvise pas forestier. À part si quelqu'un veut 10 hectares pour un côté ludique pour mettre sa caravane dessus, ça c'est tout à fait possible. J'imagine qu'il y a des règles en plus, il doit y avoir un règlement, il y a des choses qui sont très codifiées, on fait pas n'importe quoi avec la forêt. Justement avec le plan de gestion. D'accord. On enchaîne avec cette histoire de la valorisation de ces biens, de ces parcelles de forêt, et je pense notamment au label. On a une forêt extrêmement labellisée, certifiée en France. Est-ce que ça aide à la valorisation des parcelles qui sont sur lesquelles on peut investir? Oui, tout à fait. Il y a deux rôles du label. Le premier, c'est que vous devez tout ce qui est... Donc on a deux labels. On a le label Greenfin qui est de finance verte, et après le label PEFC qui atteste de la gestion durable de la forêt. Et c'est des obligations. Si on veut avoir les avantages fiscaux à la sortie, on est obligé de répondre à ce règlement. Le PEFC, on le voit souvent sur des produits à base de bois, des meubles notamment. C'est le renouvellement de la forêt. Exactement, c'est une forêt sous gestion durable. Pareil, je me mets dans une position d'investisseur qui n'y connaît absolument rien en forêt, et j'ai du mal à imaginer comment une forêt peut produire des revenus, voire, je vais oser le mot, des rendements. Comment ça se passe? Comment on peut réussir à produire tout ça? En fait, en termes de performance, on a deux volets. Le premier volet, c'est le rendement. Donc, très clairement, qui sont issus de la vente de bois, de laquelle on soustrait, en fait, tout ce qui est frais d'exploitation, et administratifs et autres. On peut y rajouter pour certaines forêts des baux de chasse aussi. Ça reste à la marge, mais ça peut être intéressant sur des grandes forêts. Donc ça, c'est du rendement. Ça sera un dividende qui sera versé. Sur les 5 dernières années, on était sur 1% net. Donc c'est un rendement qui reste modeste, mais il a le mérite d'exister. Après, celui qui me semble le plus intéressant, c'est la capitalisation. C'est-à-dire la valeur en fait du foncier et des bois sur ce même foncier. Et cette valorisation chaque année. Là, sur les 2 dernières années, on est quand même sur 5,95 et 4,65%. Ce qui est pas... Donc c'est même intéressant pour contrer l'inflation. Vous êtes conseiller en investissement, pas moi, donc... c'est plutôt très intéressant. En sachant avec... sur le fonds que je propose, il m'a été confirmé hier que la valorisation de cette année sera à minima de 6%. Oui, alors que l'inflation a plutôt tendance à refluer ces derniers temps. Exactement, donc c'est plutôt très intéressant. Ça s'adresse à qui, les GFI en termes de gestion de risque? Vous, le conseiller en investissement, comme tout investissement, il y a une part de risque, d'accord, mais elle est mesurée, elle est forte. Comment vous évaluez ça? C'est ce qu'on appelle le risque SRI en fait. C'est un risque de 3 sur une échelle de 7. Donc c'est un risque de 3, oui, sur une échelle de 7. Donc sur une volatilité très faible. On est en moins de 5% en termes de volatilité. Donc on est vraiment sur un actif, je dirais, tangible, peu volatile, sur un horizon de placement de 10 ans. D'accord. Il y a une notion de temps. Je pense aux frais de sortie sur des assurances vie par exemple, où il faut pas le faire avant 7 ans et compagnie. Il y a des pénalités de sortie avant ça. Des temps de conservation. Oui. Alors pour ce qui est sur le fonds principal France Vallée Patrimoine, là il n'y a pas de délai de détention, donc vous pouvez sortir.
quand vous le souhaitez, donc c'est plutôt intéressant. Sur le volet objectif d'impôt, de réduction d'impôt sur le revenu, le délai de détention est de 7 ans. D'accord. Donc il y a bien une Donc obligation là, de détention. sur le volet IR, oui. Par contre, sur le volet transmission, patrimoine, là, il n'y a pas de délai de détention. Parce qu'en fait, on n'est pas sur l'impôt sur le revenu, on est sur l'IR-PME et on n'est pas sur le volet GFI. Alors, vous m'offrez une transition toute faite qui est plutôt d'ordre fiscal et qu'on a parlé, on a déjà commencé à parler finalement des avantages fiscaux. Vous nous avez aussi parlé du billet d'entrée, donc entre 8 000 et 30 000 euros suivant effectivement sa capacité d'investissement et le type d'avantages que l'on souhaite tirer des investissements autour des GFI. Quelles sont les conditions justement, enfin déjà quelle est la fiscalité sur ces GFI et quels sont les avantages liés à ces détentions? Je dirais que la fiscalité elle est vraiment incitative. La première c'est le dispositif Monichon qui vous permet d'avoir la première c'est le dispositif Monichon qui permet d'avoir 75% d'abattement sur les droits de transmission sans délai de détention. Et, sans limite de montant et de lignée, ce qui est plutôt intéressant. C'est uniquement donc sur les parts détenues, pas parce que lorsqu'on investit dans ces fonds-là, c'est 90% de la somme va à l'achat de forêt et de foncier, mais 10% est gardé en liquidité. C'est important de le savoir. Alors pourquoi ces 10%? Moi je les trouve très intéressants, c'est pour la sortie. Parce que finalement, lorsque vous arrivez et vous dites je veux reprendre un certain nombre de parts, et bien ce flottant en liquidité vous permet de sortir tout de suite. Donc ils ont 14 millions de flottants, donc ce qui est plutôt intéressant, ce qui permet de sortir très rapidement du fonds et de trouver une contrepartie immédiate, ce qui est plutôt intéressant. Le deuxième volet, c'est que les achats de forêt, ça rentre pas dans l'IFI, dans le calcul. C'est pas du foncier. Voilà, donc on rentre pas dans l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si par exemple, je sais pas, on a une certaine somme à mettre et on sait que si on achète de l'immobilier, on passe sur une tranche supérieure de taxation d'IFI, on peut le faire sur la forêt, ça rentrera pas dans ce cadre-là. Et après il y a le troisième élément, c'est la réduction d'IR de 18%. Donc là c'est limité à 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 pour un couple et avec un montant maximum de 10 000 euros. C'est un plafond de niche fiscale. Vous, en tant que conseiller en investissement, vous l'avez bien dit au début, l'investissement dans la forêt, c'est un bon outil de diversification patrimoine. Quelle pourrait être la part, justement, de GFI dans un portefeuille d'actifs d'un investisseur moyen? En général, on préconise aux environs de 15%. Un peu comme l'or d'ailleurs. On est un peu près ça me brûle les doigts de le dire. Donc on est à peu près sur la même part. Après c'est variable en fonction de chaque personne et aussi de ses objectifs. Si on a un objectif de réduction d'IR, on peut partir sur des sommes un peu plus modestes évidemment. Mais donc c'est déductible, c'est une réduction d'impôt, donc c'est plutôt intéressant. Donc sur 18% de la somme investie. Et puis si on le fait de manière récurrente, même si on est sur cet objectif IR, ça n'empêche pas de petit à petit chaque année de se faire un petit portefeuille forêt qui aura au bout de certaines années toujours les mêmes valeurs de transmission avec les 75% d'abattement, mais aussi qui rentreront pas dans l'IFI. Ma question, c'est selon vous, quelles sont les limites de ce type d'investissement? Alors, vous êtes là pour parler d'investissement forestier et vous êtes convaincu et on l'entend très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être un frein pour un investisseur? Se dire, c'est pas pour moi. Vous identifiez des choses qui pourraient être rebutants pour un investisseur autour de la forêt? Ou pas du tout, c'est quelque chose où il faut... Non, c'est quelque chose qui me plaît évidemment, mais ça m'est arrivé de refuser certains clients, soit dans le fait qu'ils voulaient prendre une part trop importante par rapport à leur je dirais masse patrimoniale en fait, donc quand imaginons ils ont 250 000 euros de masse, ils veulent mettre 150 000 dedans, évidemment ça sera pas quelque chose à conseiller, ou la personne est trop jeune et en termes de transmission l'horizon, ou alors il veut faire
je sais pas, un pourcentage de gains rapides, c'est pas l'objectif, en fait. Là, j'en ai eu un ou deux, c'était pareil. Comme ils savent que ça a été valorisé de manière intéressante, ils se disent pourquoi pas sur 3 ans, ça fait 15%. Voilà, ça peut être intéressant de revendre. Donc voilà, il faut vraiment avoir un objectif diversification et transmission. Ma dernière question, Raphaël, parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est terrible, et que ce podcast s'appelle Valeurs Refuge. Ça ne vous aura pas échappé que l'or a atteint des niveaux records ces dernières semaines, à plus de 2000... Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, à plus de 2300 dollars et à 36, plus... oui, en dollars. Oui, et 2170 euros aujourd'hui au plus haut. À quoi c'est dû, selon vous? Ça semble totalement fou. Comment vous l'expliquez? Oui, enfin là, la montée est vraiment importante. Hein, donc on est au plus haut jamais coté sur l'or. Hein, donc, mais je dirais qu'on a beaucoup d'éléments convergents. C'est l'achat des banques centrales qui est soutenu. Donc là, on le voit, la baisse des taux aussi qui sont anticipés à venir, faiblesse du dollar. C'est la situation géopolitique évidemment qui est très chaotique. Donc on le voit, le Moyen-Orient, les Houthis, l'Ukraine évidemment, le problème de Taïwan, tout ça en fait, tout ça cumulé, fait que les gens commencent à... Et puis on est aussi au niveau des marchés sur des niveaux très élevés, et je crois que peut-être il y a une petite lame d'inquiétude qui arrive derrière en se disant on est sur des niveaux très élevés, et on sait ce que ça a donné précédemment lorsqu'on a touché des plafonds au niveau des marchés. Et on l'aura compris, ressourçons-nous dans une bonne forêt, si possible, d'une forêt d'investissement durable. Merci beaucoup, tout à fait Raphaël. Décorrélé des marchés. Et tout à fait décorrélé des marchés. Merci beaucoup, Raphaël Fleury. Je le rappelle, vous êtes président de Vera Conseil et conseiller en investissement. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion et votre expertise sur le sujet. Merci à vous. Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut!